rejeton de l'inconscient et se voit refoulé de nouveau à une nouvelle frontière. Cette fois, la censure entre préconscient et conscience. Auparavant, donc, il y a eu un passage, et puis il y a un peu. Alors, c'est évidemment pas le même schéma que Freud a en tête, parce que il y a un refoulement qui correspond à la première censure, et un refoulement tout à fait comparable qui correspond à la deuxième. Bon, moi, j'ai l'air d'en faire des passages successifs. Il n'empêche que c'est le même si on rabat, comme j'ai tendance à vouloir le dessiner, mais je ne me rappelle pas si fréquemment que ça. Si on rabat donc le long d'une de ces lignes de censure, le schéma de l'un sur l'autre, si j'ai donc identifié l'inconscient là et la conscience à partir d'un prédicativité de prédicativité, et là j'ai affaire à une censure en quelque sorte unique qui sert de pli. C'est ce que ferait le texte en fait à ce moment-là. C'est d'essayer de plier comme ça. Oui, parce que j'ai du mal à saisir exactement le schéma que Freud a en tête. Parce que quand il dit se voir refoulé de nouveau à une nouvelle frontière, la censure entre préconscient et conscience. Mais c'est peut-être pas le même refoulement, j'ai tort de le comprendre comme ça peut-être. À chaque fois, c'est un mode de refoulement particulier, mais tel que Freud en parle, c'est renvoyé dans les profondeurs. Il y a quand même une hypothèse topologique que tu as un petit peu mise à l'écart, mais qui vaudrait peut-être le coup d'être interrogée. C'est la bande de Möbius à 3 demi-torsions, chaque torsion ayant valeur de censure, chaque pli ayant valeur de... Oui, tu serais favorable à 3 censures. En tout cas, une censure directe entre inconscient et conscience, qui correspondrait à la première que j'ai située, et les deux autres, entre inconscient et préconscient, et puis préconscient et conscience. C'est une hypothèse qui est peut-être explorée. Pour moi, j'y pense parce que je trouve, dans la sémiotique de Peirce, la bande de Möbius à 3 demi-torsions, qui pourrait coller assez facilement. Enfin, ça, c'est... Oui, dans ce cas-là, le dessin de ces censures ne serait pas celui-là. C'est ce qui correspondrait effectivement au mode de découpe qui fonctionne dans l'organisation de la surface de Boyle. Donc il faut que vous repreniez la façon dont Boyle pense son affaire. Et donc, pour le coup, c'est tripale, mais avec un E. C'est une bande à 3 pales. Donc, voilà, ça c'est le point triple. Mais c'est un artefact aussi, ce point triple dans la surface de Boyle. Les choses s'organisent autour de ça. Donc il y a 3 modes de coupure qui pourraient être 3 modes de censure. Là, oui. Et donc peut-être qu'à chaque fois, le passage par une de ces censures renvoie systématiquement au point triple. Et moi j'ai du mal dans la surface de Boyle à distinguer le point triple du point focal. Je crois que ces modes d'organisation là dépendent de la construction de la surface de Boyle, qui est quand même aussi plein d'artefacts. Que ce que propose Jean-Pierre Petit, je ne suis pas sûr que ça convienne. Donc c'est vrai que ça dépend du discours qu'on tient. Il faut avoir un discours qui aille avec l'objet topologique qu'on utilise, qu'on met à l'épreuve de ce à quoi il pourrait servir, mais au travers d'un discours, c'est ce que disait Anatole Dahan quand il expliquait que pour parler de champs vectoriels, on n'est pas obligé de disposer des flèches et des vecteurs, etc., et qu'on a une série d'organisations syntactiques qui définissent un champ vectoriel. Et ça suffit. Un certain nombre de propositions qui organisent une syntaxe. On devrait le faire aussi comme ça. À lire Freud, on va dire que les propositions sont données dans son texte. Il ne nous fournit pas le schéma, il ne nous fournit pas la topologie. Mais il y a un mode d'organisation de la syntaxe qu'on a peut-être tort de remettre en selle avec des dessins. Je trouve que les dessins, ça fixe les idées si on admet de passer outre leur falsidicité.
Moi, j'avais cru comprendre que vous aussi, vous utilisiez la bande de Möbius à 3 demi-torsion pour le schématisme gros-projectif. Oui, oui, mais sans la dessiner véritablement. Et que si je veux la dessiner, il faut que je la prenne comme ce que Jean-Pierre Petit appelle l'équateur élargi de la surface de Boyle dans ses dessins. Oui, Il le dessine comme ça. Oui, bah oui, puisque de toute façon, c'est la partie möbienne du plan projectif organisé à partir d'une bande de Möbius à tri-demi-torsion se présente donc comme effectivement une bande de Möbius triple avec autour des choses complexes mais qui ne sont que sphériques, qui ne sont que des lambeaux de sphères, mais qui sont effectivement tordus pour que ça puisse correspondre à une identification bord à bord. C'est la même chose qu'avec le cross-cap. Simplement, tel que Boyle avait conçu sa construction, c'était pas conçu sur le même mode. Hein. C'était des types de repliements. On pourrait très bien, alors puisqu'on parle de contournement, effectivement, il prend des... Hein, donc Boyle prend des cylindres, des tubes, hein, il prend des quarts de tubes qu'il réorganise et qui vont se réorganiser de telle façon à ce que, je vais très mal le dessiner si je n'ai pas le modèle devant les yeux, hein, bon, il y a un tube comme ça, un tube comme ça, un tube comme ça, mais il y en a un qui va définir un passage, on va dire, sagittal, un autre un passage horizontal, un autre un passage vertical. Je ne donne pas le dessin, mais il faudra l'entendre comme ça, à l'intérieur de leur interconnexion. Et ça va donner particulièrement un point triple qui va correspondre à ce qu'on peut appeler la censure, laquelle censure se décline selon différents modes, selon les registres entre lesquels elle opère. Là, pour lire Freud, on est en train de parler d'inconscient, de préconscient et de conscience, hein, mais on pourrait très bien, avec Lacan, être dans du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Enfin, sous toute réserve la superposition des registres. On peut rediscuter de tout ça dans les termes lacaniens des différents registres. L'essentiel, c'est le passage d'un registre à l'autre qui définit la fonctionnalité. Les registres eux-mêmes ne sont que des praticables de cette organisation fonctionnelle. Mais quand je parle de syntaxe et de mode de discours élaborant l'objet et le champ discursif considéré, c'est uniquement de manière fonctionnelle que ça se décline. Et la question du contournement, oui, j'étais en train de le dire, dans le montage de Boyle, les quarts de cylindres se contournent et vont s'interpénétrer, là, oui. Mais c'est au niveau d'une découpure là, que j'ai donné ça. Là, il s'agirait de cylindres. Revoyez le montage dans Litzmann. Il y a 2 pages. Ça s'écrit comme Litz. Litz, L-I-E-T-Z-M-A-2-Z. Dans Anschauliche Topologie. Non, je confonds. Ça, c'est... Oui, c'est ça. On traduit par topologie de la représentation. Non, on traduit pas par topologie de l'intuition. Non, c'est pas ça. De l'imagination. De l'imagination. Non, mais je confonds peut-être avec le bouquin de Hilbert et Convossen. C'est géométrie et imagination. Non, c'est la topologie, c'est le... Je me souviens plus. Oui, enfin, dans l'édition anglaise, c'est Visual Topology. Oui, bah donc c'est topologie visuelle. Avec figure. Oui, avec topologie visuelle. Oui, c'est ça. Et moins temps discursif. Non, pas audio. Non, visuel, pas audio. Non, pas audio.
Non, c'était ça, anschauliche Topologie. Donc je continue, il me reste encore un peu de temps. La cure psychanalytique nous apporte la preuve inattaquable de l'existence de la seconde censure, celle qui se situe entre les systèmes préconscients et conscience. Nous imposons aux patients de former quantité de rejetons de l'inconscient, et pour ce faire, ça c'est l'association libre, imposer aux patients de former quantité de rejetons de l'inconscient. Et pour ce faire, nous le mettons en devoir de surmonter les objections que la censure oppose au devenir conscient. La censure entre préconscience et conscience. Oppose au devenir conscient de ces formations préconscientes. Le terme de formation est bien là aussi chez Freud. Il y a une question d'Aufhebung aussi. Freud. Non, c'est Bildungen. Formation, c'est Bildungen, c'est classique. Et la victoire sur cette censure nous fraye la voie d'une abolition du refoulement. Donc je vais quand même relire la phrase. Nous imposons aux patients de former quantité de rejetons de l'inconscient, et pour ce faire, nous le mettons en devoir de surmonter les objections de la censure, que la censure oppose au devenir conscient de ces formations préconscientes. Et la victoire sur cette censure vous fraye la voie d'une abolition du refoulement, qui est l'œuvre de la censure précédente. C'est une négation d'une négation. Là. Oui, c'est pour ça qu'il est question d'Aufhebung. C'est le terme employé là dans le texte, oui. Oui. Donc, ce qui est traduit par surmonter dans mon édition, c'est pas Überwinden. Parce que le surmontement, la surmontaison, comme traduirait dans Pigeon, c'est plutôt Überwindung. Tandis que là, c'est Aufhebung. C'est une levée du. On dit bêtement en général une levée. C'est quel mot dans la version du texte qu'on a qui est traduit par qui n'est pas traduit par dépassement? Il est traduit par quoi en français ce mot? Surmonter les c'est ça. objections. Attends, est-ce que je confonds peut-être là? Surmonter. Effectivement, c'est un effet de censure qui abolit une censure précédente. Donc c'est bien une négation d'une négation. Donc c'est bien une Aufhebung au sens hegelien. Parce que la négation dialectique chez Hegel, c'est la négation d'une négation qui a déjà eu lieu et qui produit un effet. Non, c'est traduit par abolition à Aufhebung. Abolition. Dans ton texte. Non, Oui, en français, oui. Mais Et surmonter, alors là, du coup, il faut que je retrouve. Si, c'est Überwinden. C'est bien Überwinden, page 292 des Gazelmelter Werke. Mais c'est une traduction possible de Aufhebung, l'abolition, puisque ça supprime. Oui, ça supprime, mais ça maintient. Voilà, ça transporte, ça maintient. Ça dépasse. Ça dépasse. Bon, l'existence de la censure entre préconscient et conscience nous avertit que le devenir conscient n'est pas un pur et simple acte de perception, mais vraisemblablement aussi un surinvestissement, Überbesetzung, un nouveau progrès dans l'organisation psychique. Et le terme de Umgehung revient effectivement, la page suivante, 293, c'est traduit dans mon édition par tournant,
il est très remarquable que l'inconscient d'un homme peut réagir à l'inconscient d'un autre homme. Ça ouvre à beaucoup de conneries, c'est de pouvoir communiquer d'inconscient à inconscient. Bon, donc en tournant le conscient, c'est traduit en français par le conscient, je pense que c'est la conscience. Ce fait mérite un examen plus approfondi, en particulier pour savoir si toute activité préconsciente peut être exclue d'un phénomène qui demeure au niveau descriptif incontestable. Bon, je ne vais pas continuer à lire comme ça, parce que mais lisez-le d'une manière pointilleuse, encore plus pointilleuse que je ne l'ai fait. Et puis, il y a moyen de discuter de ce qui constitue précisément cette coupure tripale de la bande de la surface de Boyd, et qui signifie les trois modes du signifiant à ce moment-là, pendant qu'on y est chez Freud. Hein. Donc, dans le réel, moi je mets avec la motion pulsionnelle, Regung, je mets les Erinnerungsspur, on traduit par traces mnésiques, mais c'est pas bon, je trouve. Ce sont les traces organisatrices du souvenir. Bon. Au niveau de l'imaginaire, et Freud a beaucoup discuté de la perception, là où il est question de Vorstellung, hein, beaucoup. Donc, au niveau de l'imaginaire, moi je parlerai de Wahrnehmungssession, c'est un deuxième mode plus signifiant. Et le troisième mode qui met en jeu la représentante, c'est la Vorstellungsrepräsentanz. Donc comme Freud fait équivaloir la représentance et la représentation venant représenter la pulsion vaut aussi dans le réel au travers de ce qu'on appelle en français motion pulsionnelle. Dans le même réel, je situe les traces du souvenir, puisque Freud insiste bien sur le fait que entendre quelque chose en interprétation et avoir un souvenir de ce qu'on a vécu, ça n'est pas la même chose. Il n'empêche que la mise en continuité de cet ensemble redéfinit une topologie de la censure qui peut-être devrait nous ramener à une reconsidération de ce que j'ai déjà dit sur les templés. C'est-à-dire que peut-être que ce soit pas seulement en termes de nœuds ou en termes de vacillation, mais je reviendrai là-dessus avec encore, qu'on a à revoir ça. Donc peut-être que dans les termes de jouissance de Lacan, mais il y en a que deux chez Lacan, peut-être on peut en mettre trois. Hein. Peut-être qu'il y a, à côté de la jouissance phallique et de la jouissance de l'autre, il y a l'autre jouissance, qui n'est peut-être pas identifiable, et j'ai tort d'identifier du coup à la jouissance de l'autre. C'est à voir, ça sera à discuter comme ça la semaine prochaine, si vous relisez toutes les questions de jouissance dans Encore, où on verra. Donc il s'agira pour moi, donc la grille de lecture, hein, c'est la même, c'est savoir comment on passe de la jouissance phallique à la jouissance de l'autre, et inversement, et comment donc la négation que Lacan situe comme templée, c'est une négation qui vaut un templé cette fois. S'il y avait une autre jouissance que la jouissance phallique, il ne faudrait pas que ce soit celle-là. Suffit peut-être aussi pour nous faire avancer en correspondance avec la coupure tripale de la surface de Boyle. Et donc à lire avec Lacan, qui est un peu plus proche de cette topologie asphérique que Freud, qui en a quand même largement l'intuition. Les trois pales sont... Comment dire, ne sont pas vraiment des pales, puisque ce sont des fils. Interchangeables, de façon... Simite, quoi, comme dit Lacan. Comment Simite, comme dit Lacan à propos des récits. Puisque là, pas... on le voit s'imiter. Ah, non, parce que là, on voit mal l'objet topologique. Non, parce qu'il ne s'agit que des coupures. Donc, ce qui compte, c'est le trait de coupure. Hein. Ce ne sont pas des pales pleines. D'accord. Hein, parce que dire la coupure tripale, ça a l'air de laisser entendre que ce sont des pales. Je crois que c'est Jean-Pierre Petit qui le dit comme ça. Donc, une fois de plus, ça introduit une ambiguïté qui n'est pas forcément du meilleur aloi. Oui, parce que
il me semble que dans l'inconscience comme dans l'inconscient, le réel symbolique imaginaire, ils sont tout aussi bien. Là, du coup. Oui, oui. Mais après, on démultiplie les catégories. Hein. On va se retrouver avec des catégories nombreuses. Bon, et puis le corps, comme disait Jean. On peut ramener comme réel, imaginaire et symbolique. Oui, tout ça. bien sûr. Oui. Surtout actuellement, on voit des exhibitions absolument fantastiques. Et quand ils arrivent en fin de course, mais même dans le saut à la perche, c'est déjà extraordinaire. J'ai fait une analyse dans le temps de ça. Quand ils arrivent comme ça, sur leurs pieds, comme ça à la fin. Donc on a l'impression que le sujet a quelque part a laissé son corps aller, tu vois ce que je veux dire? Non, non, mais s'il pense, il rate son truc, ça c'est sûr. Hein. S'il doit réfléchir à... Voilà. C'est pareil, comme pour Oui. marcher tout bêtement, on est tous des acrobates. Je suis Pour d'accord. mettre un pied devant l'autre, si on doit penser à chaque fois qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre un pied devant l'autre, on se casse la gueule. Ça, c'est la même chose sur un fil, sur... Sur un film. Bah oui. Non, non, il faut laisser la conscience de côté pour que... Alors c'est l'inconscient, c'est pas forcément le corps. Alors à ce moment-là, vas-y de la proximité, mais du côté de l'inconscient, Freud mettant la pulsion, il y a moyen de discuter effectivement du rapport du corps à la signifiance. Oui, je te remercie. Tu organises ça pas mal. Oui, oui, il y a à se rappeler le corps, tu as raison. Mais comme cela, c'était pas le propos de Freud, qui restait uniquement dans un registre intrapsychique, comme on dit. Mais avec les localisations cérébrales, oui, mais il faudrait lire, hein, si vous avez des trucs là-dessus. Je pense qu'un truc. Dès qu'on utilise le terme de représentation dans un registre intrapsychique, si on veut en sortir, il faut sortir du vocabulaire de la représentation et poser le signe comme un rapport à l'extériorité. Non pas un rapport à l'idée de l'objet, mais un rapport à la chose même. C'est un peu ce que permet de faire la topologie en certain sens. Représentation, c'est un cache-misère, c'est à défaut de disposer de la catégorie du signifiant. Oui, mais le terme de représentation a une lourde histoire dans la Mais métaphysique de longue date. Voilà, oui, enfin depuis l'âge classique, disons, enfin même un peu. Même depuis les latins. Hein. Oui, c'est ça. Et toute la question de Dieu est derrière. Et derrière, oui, il y a toute la question de la présence de la représentation. C'est ce qui est présent ou pas. La présence pas seulement le spéculum dei. Hein. Oui, exactement. Oui, c'est une lourde histoire, mais justement pour en sortir, il faut relier le signe à autre chose qu'à être une représentation. C'est pour ça que personnellement j'étais intéressé par la sémiotique de Peirce, parce que c'est on a objet, representamen et interprétante qui sont les trois signes qui se substituent peut-être plus naturellement et plus précisément et plus abstraitement aussi au terme de représentation, mais qui rendent compte vraiment de choses qu'on lit chez Freud, c'est-à-dire inconscient, préconscient et conscient. Mais ça, c'est une lecture personnelle. C'est une voie possible. Non, mais à ce moment-là, c'est toute la question de rhétorique, même là, plus au fond, et qu'il faudrait reprendre dans les différents termes, déjà chez Aristote, avec les différentes valeurs de signes, effectivement. Mais bon, Peirce avait lu. Hein. Oui. Tout à l'heure, tu as dit, et tu avais l'air étonné en fait, de dire que pour Freud, peut-être, la conscience est à un niveau plus élevé que les autres, alors qu'on voudrait mettre tout. Enfin, faudrait juste. Bon, je pense que l'inconscient est un mode d'élaboration comme la conscience, mais qui tient une autre fonctionnalité. Mais c'est pas une insuffisance, c'est pas seulement un rejet, un refus. C'est pour ça que je parle d'intentionnalité, peut-être plutôt pour l'inconscient, et que la conscience, je la spécifie prédicativement en termes d'extension. Tandis que Freud, quand il met des niveaux, ça devient un petit peu en contradiction avec ça. Ah C'est oui. un niveau d'organisation plus élevé. Non, c'est pour ça que je me questionnais sur le schéma que Freud a en tête lorsqu'il revient sur
quelque chose qui a à voir avec les profondeurs, y compris entre préconscient et conscience. Il y a quelque chose qui va déjà plus, sauf justement ce qu'on replie les les choses. profondeurs, c'est pas tellement de... Comment ? Ça peut être des strates, des niveaux du passage du physiologique Imaginez que Freud s'appelle au bien cérébral, à la surface. enfin au neuronal et du neuronal au mental. Ça peut être tout simplement une stratification, on va du plus organique Non, vers le c'est plus quand même psychique, le enfin, même Freud qui avait repris Abel sur le double sens dans les mots primitifs. Ah oui. Et altus, ça veut dire à la fois profond et haut. Oui. Hein, c'est-à-dire que assez est distant dans le sens de la hauteur comme dans le sens de la profondeur. Voilà. Donc c'est à voir effectivement comme ça. D'ailleurs, c'est très intéressant quand on veut mimer ce genre d'acte. Le mime va comme ça sauter, quoi, mais il va regarder en haut, c'est-à-dire d'où il vient. C'est dans un deuxième temps. Il y a un premier mouvement, et dans le deuxième mouvement, il lève la tête et on a l'impression que c'est dans le deuxième temps que la chute est visible. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, c'est ça, mais Intéressant, non? en reprenant comment on dit, des coordonnées. Avec un point d'origine des coordonnées, etc. Ouais. Il faut pouvoir en discuter de cette façon-là. Parce que sinon, tu sautes par terre, quoi, mais tu n'as pas donné le sens de la profondeur. Non, non. C'est le mouvement de la tête qui va le donner. Ça, c'est des trucs que je voyais quand je faisais du mime, puisque tu as faire en relation à cela. Mais il y a quand même une question que j'aimerais poser, c'est quand même la paix. Est-ce qu'il y a dans ce système, est-ce qu'il y a de la perte? Parce qu'il y a tous ces rouages, bon c'est très bien. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Il n'y a aucune perte. Freud soutient qu'on n'oublie rien. On engrange, on module autrement, on digère pas, enfin je sais pas. On éjecte, on défecte, on fait ce que tu veux. Ou alors tu le passes au rang d'objet, de la fonction à l'objet, comme il le dit dans ce texte-là. C'est ça. C'est pour ça que ça intéresse Anatole Dahan oui, à 20h. Pas 21h.